Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un article de Soha Abdelhafez paru en 2026 qui propose un nouveau cadre pour lutter contre la fraude bancaire numérique. L'idée centrale de cet article, c'est qu'une approche intégrée est devenue absolument essentielle pour faire face aux menaces d'aujourd'hui. Pour bien comprendre l'enjeu, l'article nous donne un chiffre. En s'appuyant sur un rapport d'Alloyd de 2024, il mentionne que les pertes annuelles dues à la fraude financière rien qu'aux États-Unis se comptent en milliards de dollars. Ce chiffre est clairement alimenté par des menaces numériques qui sont de plus en plus complexes. Ce qui nous amène au contexte plus général. C'est un fait, la banque numérique a grandement amélioré l'efficacité des services. Mais, comme le souligne l'article d'Abdelhafez, elle a aussi considérablement élargi ce qu'on appelle la surface d'attaque pour les fraudeurs. Le paysage des menaces a beaucoup changé. L'article, qui cite ici les travaux de Waliullah et de ses collaborateurs de 2025, met en évidence une forte augmentation de plusieurs types de fraudes. On parle bien sûr du vol d'identité, de la prise de contrôle de compte, mais aussi de la fraude à l'identité synthétique, cette technique qui mélange des informations réelles et fictives pour créer de toutes nouvelles identités. Et à ça, il faut ajouter le phishing, les malwares et l'exploitation des fintechs tierces, qui sont devenus des vecteurs de risque majeurs. En s'appuyant sur les recherches de George et de son équipe en 2025, l'article avance une idée forte. La fraude n'est plus un simple risque opérationnel isolé. L'échelle a tellement changé que c'est devenu une préoccupation systémique, avec des implications économiques beaucoup plus vastes. Alors, d'où vient le problème? Quelle est la vulnérabilité fondamentale que l'article d'Abdelhafez identifie? La réponse tient en deux mots: la fragmentation systémique. Pour illustrer ce point, l'article cite une publication du Comité de Bâle de 2025. Je cite: « De nombreuses organisations s'appuient sur des systèmes en silo qui ne communiquent pas efficacement, ce qui entraîne des retards dans la détection des fraudes et des pertes financières accrues. » En clair, le problème, ce sont des systèmes qui ne se parlent pas. L'article propose d'ailleurs une comparaison très directe. D'un côté, l'approche traditionnelle en silo, qui est qualifiée de réactive, avec une détection souvent tardive, et de l'autre, le modèle intégré que l'auteur préconise, un modèle proactif qui, lui, mise sur une surveillance en temps réel et une vision d'ensemble du risque. Si les méthodes traditionnelles échouent, c'est parce qu'elles ne sont tout simplement plus adaptées aux menaces modernes. C'est ce que soutient l'article en se référant notamment à Moura et ses collaborateurs en 2025. Les règles statiques, les audits manuels, tout ça est bien trop lent pour contrer des attaques sophistiquées qui utilisent l'IA, l'ingénierie sociale ou qui sont coordonnées. Voyons maintenant le cœur de la proposition d'Abdelhafez. Il s'agit d'un cadre de défense intégré, pensé en 3 parties, justement pour relever ces nouveaux défis. Ce cadre repose sur 3 piliers fondamentaux. Premièrement, l'intégration des systèmes d'information financière. Deuxièmement, l'alignement avec la gestion des risques d'entreprise, ou ERM. Et troisièmement, les facteurs organisationnels et humains. On voit bien que l'idée, c'est d'avoir une stratégie vraiment holistique. Le premier pilier, c'est la technologie. L'article insiste sur la nécessité de mettre en œuvre une surveillance des transactions en temps réel, d'utiliser la détection d'anomalies pilotées par l'IA et de développer des mécanismes d'alerte automatisés. Il cite d'ailleurs Karthikeyan et al. De 2026 pour souligner la grande efficacité du machine learning dans ce domaine. Le deuxième pilier se concentre sur les processus. Ici, l'idée est d'intégrer la prévention de la fraude directement dans le cadre global de la gestion des risques de l'entreprise. Ça passe par une identification continue des risques, la définition de seuils de tolérance clairs et bien sûr une surveillance proactive. Une approche qui fait écho aux travaux de Vanini et ses collaborateurs en 2023. Le troisième et dernier pilier, c'est l'élément humain. L'article rappelle un point essentiel. La technologie et les processus ne suffisent pas si on ne s'occupe pas de la formation continue des employés et de la sensibilisation des clients. Comme le note Kovacevic et ses collaborateurs en 2024, la fraude exploite très souvent des vulnérabilités humaines, pas seulement des failles techniques. Maintenant, prenons un peu de recul pour regarder les implications plus larges. Selon l'article, l'adoption d'un tel cadre a une importance stratégique qui va bien au-delà de chaque institution prise individuellement. L'affirmation centrale ici, c'est que la lutte contre la fraude numérique n'est pas qu'une question de protection d'une seule banque. Il s'agit de préserver la stabilité et la confiance du public dans l'ensemble du système financier. C'est donc, en fin de compte, une question de sécurité économique nationale. Les bénéfices stratégiques qu'on peut en attendre sont nombreux, d'après l'article. Une approche intégrée permet de réduire le risque systémique, de renforcer la confiance des consommateurs, de soutenir l'innovation en toute sécurité et d'améliorer la conformité réglementaire. En somme, elle contribue à renforcer collectivement tout le secteur financier. Pour conclure, l'article nous laisse avec une question ouverte tournée vers l'avenir.
Comment les technologies émergentes et le partage de données entre institutions peuvent-ils être exploités pour garder une longueur d'avance sur des menaces de plus en plus sophistiquées? L'auteur suggère que la réponse à cette question sera le point de départ des stratégies à venir.